Précise, nous allons débuter notre conseil municipal. Nous sommes le 16 décembre 2025 et je vais, avant d'attaquer ce conseil, laisser la parole à notre Benjamin, Monsieur Léonard Zic, qui va procéder à l'appel. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Pouvoir. Je profite pour le saluer. Il nous regarde là actuellement et donc il est en rétablissement. Monsieur Sass, je vous fais un gros bisou. On s'est vu tout à l'heure naturellement pour préparer ce conseil puisque je vais présenter l'ensemble et l'intégralité de ces délibérations. Gros bisous, Monsieur Sass. Madame Christelle Galland. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Madame Aurélie Droulers. Monsieur Cédric Lecourt. Monsieur Laurent Witterbeck. Madame Evelyne Notbar. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Daniel Chuffard-Lepé. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Isabelle Tiberghien. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Laé. Madame Paty Roqueta. Monsieur Marc Pureur. Moi-même. Monsieur René Debergue. Madame Dorothée Germain. Monsieur Georges Spadavecchia. Monsieur Olivier Muté. Monsieur Tony Dossi. Madame Chantal Defrance. Madame Michèle Vanout. Présente. Monsieur Jean Snowart. Madame Van Kortenbosch, je pense que malgré l'absence d'une de nos oppositions, le quorum est atteint. Voilà, donc je vous demande de ramasser les pouvoirs, s'il vous plaît, de manière à ce que nous puissions commencer notre conseil municipal. Et pendant que Madame Van Kortenbosch ramasse les pouvoirs, je vous demande si vous avez tous et toutes reçu le procès-verbal du précédent conseil municipal, donc, qui s'est déroulé le 30 septembre 2025. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu? Déjà, l'avez-vous reçu? Oui, je ne vois personne dire non. Avez-vous des remarques? Non, je considère donc ce procès-verbal adopté. Je vais débuter par une information, si vous me le permettez. J'ai été, il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, attaqué sur les réseaux sociaux assez sévèrement et je ne peux pas laisser passer ce fait. Donc, vous l'avez sans doute vu et j'en profite pour saluer naturellement les personnes du public et les personnes qui sont en train de nous regarder sur notre page Ville de Vambrechy. Donc j'ai été attaqué sur un réseau social en particulier, peu importe le réseau social, sur des faits de diffamation naturellement, des mensonges graves. Et j'ai décidé de ne pas laisser cette affaire en suspens. J'ai déposé plainte le jour où cette diffamation et ces accusations ont eu lieu. Et j'ai pris un avocat pour aller au bout de la procédure. Et je vous informe donc que je me couvre également sous la procédure de la protection fonctionnelle. Voilà, c'est une information. Il n'y a pas de délibération sur ce fait, mais sachez que je ne lâcherai pas l'affaire et je vais aller au bout. Il est inadmissible qu'un élu, quel qu'il soit, puisse être insulté, bafoué dans sa fonction. Et si ça devait naturellement vous arriver, je vous soutiendrai parce qu'on n'a pas le droit d'être attaqué pour une mission finalement qui est au service du public. Hier, Madame Germain a fait cette remarque que j'approuve. On est
effectivement dans le service public, mais on est aussi au service du public. Et on n'est pas là, nous élus, pour se faire insulter par des personnes qui, en plus, sous couvert d'anonymat, se permettent de salir et la mission et la personne, parce que là, je me suis senti à la fois sali dans mon rôle de maire, mais également dans mon rôle de citoyen, parce que le maire que je suis est également un citoyen vambrecitain, et je ne peux, je le répète, laisser passer. Voilà, c'était juste une information concernant cette protection fonctionnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Sass est en convalescence, et je vais donc assurer la présentation de l'intégralité de ces délibérations, et en commençant par la première délibération, qui est une délibération que nous prenons désormais à chaque conseil municipal, puisqu'elle concerne l'ajustement de l'état de nos personnels au jour du présent conseil. Donc il y a des postes qui sont supprimés pour des raisons qui sont établies et écrites dans la délibération. Il y a des postes qui sont modifiés, un en l'occurrence, et il y a 2 postes qui sont créés. Donc les postes qui sont supprimés, c'est un poste d'adjoint administratif de 2e classe, puisque la personne qui était à ce poste a demandé un détachement. Nous avons également supprimé un poste de puéricultrice, puisque suite à un départ, nous avons recruté un éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. Nous supprimons un assistant artistique de 2e classe, à temps non complet à 11h30, puisque cette personne est partie et ses heures ont été redistribuées sur d'autres personnes. Nous supprimons 2 brigadiers chefs principaux, puisque nous avons ces 2 personnes qui sont parties, mais nous avons recruté d'autres personnes sur lesquelles les postes n'étaient pas ouverts. Donc vous allez voir après que nous avons créé un autre poste de gardien brigadier, mais en tout cas nous avions déjà des postes de gardien brigadier sur lesquels des personnes arrivent. Nous supprimons un poste d'adjoint technique principal et non pas un poste d'adjoint technique et non pas un poste d'adjoint technique principal de 2e classe comme il y avait pu être écrit sur la première délibération. Donc ce poste est supprimé pour 24 heures. Nous en supprimons un deuxième à hauteur, une personne qui était à temps non complet sur 29 heures. Nous supprimons également un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, d'adjoint technique, de 2e classe, donc suite à un avancement de grade cette fois. Ensuite, nous supprimons un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe sur 3h45, mais c'était un complément d'horaire du poste d'adjoint technique de 24 heures. Ensuite, nous supprimons 3 adjoints techniques principaux de 1re classe pour 3 raisons différentes. Un départ en retraite, un reclassement et une promotion interne, donc vers le grade d'agent de maîtrise. Et enfin, nous supprimons un poste de technicien principal de 2e classe suite à un avancement de grade. Nous modifions le poste pour un éducateur de jeunes enfants à temps non complet de 28 heures qui passe à temps plein. Et enfin, nous créons donc 2 postes, un poste de gardien brigadier, donc pour pallier le départ d'un agent relevant d'un BCP, je l'ai dit tout à l'heure, d'un grade de brigadier chef principal. Et nous créons également un poste d'animateur principal de 1re classe pour le remplacement d'un agent contractuel. Ainsi présentée cette délibération, y a-t-il des questions, des remarques ? Alors, s'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La deuxième délibération que je vais porter donc, en lieu et place de M. Sass concerne une participation que nous, mairies, devrons avoir sur la part de mutuelle des agents. En effet, donc chacun, comme tout à chacun, on est tenu de prendre une mutuelle ou pas, mais en tout cas, ceux et celles qui ont une mutuelle, si elle est labellisée, à ce moment-là,
la collectivité devra participer. Je le dis bien, la collectivité devra participer à condition que le contrat qui a été souscrit par l'agent de la collectivité soit labellisé. Nous vous proposons donc pour cette prise en charge qui est une obligation légale et qui a reçu un avis favorable de notre CST le 9 décembre dernier. Nous proposons une participation à hauteur de 15 € par mois pour les agents de catégorie A, à 25 € par mois pour les agents de catégorie B et à 30 € par mois pour les agents de catégorie C. Ainsi présentée, cette délibération appelle-t-elle des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une délibération que nous prenons également chaque année qui concerne le recrutement d'agents recenseurs sur la commune. Vous savez que chaque année, nous effectuons un recensement. Je peux vous annoncer, puisque le chiffre date d'avant-hier, que c'est le recensement d'il y a 3 ans, qui est toujours pris en compte pour l'année N. Donc le recensement d'il y a 3 ans donc, porte la population vambrocitaine à 11 134 personnes. Donc je vous propose donc de reconduire. De toute façon, on n'a pas le choix puisque c'est une nécessité. Je vous propose de recruter 3 agents recenseurs que seront, je vais vous donner les noms, Madame Evelyne Després et Madame Sylvie Pontigny, donc qui ont assuré cette mission déjà depuis 3 ou 4 ans, et Madame Audrey Uran, donc qui prendra le relais de Madame Edith Estin, donc qui donc assurera ces missions. Donc les missions, c'est le suivi de la formation dispensée par l'INSEE, donc il y en aura 2. D'effectuer la tournée de reconnaissance des adresses à enquêter. Donc l'INSEE va envoyer à nos agents recenseurs donc des adresses. Donc ces agents devront aller aux adresses que l'INSEE a données. Ensuite, elles devront réaliser les opérations de collecte et puis effectuer un point au moins hebdomadaire avec le coordinateur communal que nous avons poste de coordinateur communal ou mission que nous avons attribuée à Madame Ferrier, donc qui travaille pour nos services. La rémunération brute est 1,35 € par feuille de logement remplie, 1,90 € par bulletin individuel rempli et 25 € pour chaque séance de formation. Je vous rappelle qu'il y en a 2. Les frais de déplacement sont également remboursés et l'État, gracieusement, nous verse 1 941 € pour nous aider à rémunérer nos agents recenseurs. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vais procéder au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais prendre le temps de boire un coup et céder la parole à Monsieur Witterbeck qui va nous parler d'une convention de mutualisation que nous avions votée il y a 3 ans maintenant. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, l'utilisation d'un sonomètre par les agents de la police municipale participe à la prévention des nuisances sonores et à la prévention de la tranquillité publique. Ayant une utilisation réduite de cet équipement et que le coût est élevé en termes de maintenance, qui est nécessaire à son bon fonctionnement, afin d'optimiser l'usage d'un matériel spécialisé, d'en assurer la maintenance régulière et réduire la charge financière pour chaque collectivité sur les communes notamment de Marquette, Saint-André, Vambrochy et la Madeleine, ces villes étant engagées dans des politiques de prévention des nuisances sonores, nous avons convenu d'une mutualisation d'un sonomètre. Notre ville ayant un intérêt avéré dans ce partenariat, au vu de son efficacité opérationnelle et la volonté partagée des communes de poursuivre cette coopération intercommunale, rendant nécessaire le renouvellement de la convention initiale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de mutualisation pluricommunale d'un sonomètre donc entre les villes de Marquette, Saint-André, la Madeleine et Vambrochy, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mutualisation pluricommunale d'un sonomètre entre les différentes communes citées précédemment.
conclu pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement par période de 3 ans successifs et dans la limite de 3 reconductions. Merci, Monsieur Witterbeck. Avant de demander s'il y a des questions sur cette délibération, j'aimerais corriger ce que j'ai mis sur mon diaporama. C'est bien le CM du 1er février 2022 et non 2002, pour laquelle nous avions signé la première convention. Monsieur Debergue. Ouais, 2 petites questions. Combien ça coûte? Je n'ai pas pu poser la coûte question en commission. Parce que, voilà. Non, alors, on ne l'a pas présenté en commission et je m'en excuse, Non, mais puisqu'on a eu la délib après. Mais combien ça coûte? Quoi? Le sonomètre ou ouais, la ça, maintenance du sonomètre? Le maintien, ou voilà. Alors, le sonomètre est actuellement à la Madeleine. Maintenant, le coût de la maintenance, je n'ai pas le montant sous la main. Non, c'est pas grave. Élément que je pourrais transmettre. Donc il y a 3 devis qui seront faits, Oui. Monsieur Debergue. Il Il y a 3 devis qui seront faits. Ouais. Et on prendra le moins Le 10. moins cher. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce sonomètre, il se sert combien de fois dans l'année en moyenne? À aujourd'hui, on va dire sur l'année 2025, 0 fois. 2024, 0 fois. 2023, 2 fois. Ok, merci. Ouais, c'est effectivement un équipement qui est très peu utilisé, mais qui finalement nous évite d'acheter un sonomètre. Et la mutualisation pluricommunale nous permet, alors c'est une économie, parce que le sonomètre est cher, là maintenant je pense un peu moins, c'est un étalonnage, mais bon, c'est peut-être une économie de bout de chandelle, mais des économies bout de chandelle les unes à côté des autres, ça fait finalement quelques sources d'économies plus conséquentes. Et puis globalement, il n'y avait pas d'intérêt, vu l'utilisation aujourd'hui, d'investir dedans. Et vous savez si les autres villes l'utilisent ou c'est zéro aussi? Je n'ai pas de chiffres au niveau des autres villes. Ce Mais serait pas plus, intéressant Dorothée. de savoir. Madame Germain, pas plus. Non. Ok. En fait, ça sert effectivement quand on a une nuisance sur le domaine public, en fait. Donc, nous, ça aurait pu servir à certaines occasions quand on a quelques plaintes, mais en général, quand on a une plainte, on va très vite voir la source de la plainte, et en général, en bonne intelligence, on n'a pas besoin d'aller pousser jusqu'à des tests. Mais bon, au moins on en a un pour 4 communes, et si on doit l'utiliser, on l'utilisera. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Witterbeck, je Toujours à moi. vous laisse la parole à nouveau. Merci à nouveau. La tranquillité et la sécurité publique constituent des priorités de la ville de Wambrochy, ainsi que la prévention et la lutte contre les incivilités, la fraude et les atteintes à la sécurité dans les transports en commun. Nécessitent une action coordonnée entre les services municipaux et les acteurs du réseau de transport public. C'est dans ce contexte que les parties ont souhaité établir un cadre de coopération formalisé afin de renforcer l'efficacité de leurs interventions respectives. La présente convention a pour objet de fixer les modalités de coopération, je vais y arriver, entre la police municipale de Wambrochy et l'exploitant du réseau de transport de la MEL, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de déroulement et l'efficacité des actions menées conjointement. Ces actions porteront notamment sur la coordination des interventions, le partage d'informations utiles, la mise à disposition éventuelle de moyens techniques, les conditions d'accès au transport en commun par les agents de police municipale. Les actions conjointes pourront comprendre, entre autres, des opérations communes de lutte contre la fraude, des missions d'îlotage à titre préventif dans les transports en commun, des interventions coordonnées à la suite de signalements d'incidents, une coordination spécifique lors d'événements locaux susceptibles d'impacter la sécurité dans les transports. Je fais un aparté sur le focus Angela, qui existe déjà au sein de la MEL, dans le cadre des actions menées par la métropole européenne de Lille et d'Ilévia pour renforcer la sécurité et le sentiment de sûreté dans les transports en commun. Un dispositif spécifique intitulé Angela a été déployé sur le réseau métropolitain. Le partenariat renforce l'adhésion à la démarche Angela
en facilitant la coordination et les interventions conjointes avec la police municipale, assure un relais local opérationnel entre les équipes de terrain, les services de sécurité du réseau et les forces de l'ordre, participe activement à la prévention du harcèlement et des incivilités dans les transports publics, notamment lors d'événements locaux ou sur des trajets à forte fréquentation. Ainsi, cette convention contribue à ancrer durablement le dispositif Angela, cité, dans les pratiques locales de sécurité publique et à renforcer la protection de tous les usagers, en particulier des publics les plus vulnérables. La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2031. Elle pourra toutefois être résiliée à tout moment par l'une ou par l'autre des parties, sous réserve d'un préavis écrit de 3 mois. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat que vous avez eue entre la police municipale de Vombrechy et l'exploitant du réseau de transport de la métropole européenne de Lille. Et pour répondre à une question que monsieur Deberg m'avait posée en commission, les 3 autres villes, donc Saint-André, Marquette et la Madeleine, ont signé également cette convention. Y a-t-il des questions ou remarques, Madame Germain? Il est évident que la convention était intéressante. Moi, j'ai plus une question sur Angela. Est-ce que les commerçants de la commune adhèrent à ce projet Angela et est-ce que la municipalité s'affiche comme étant aussi un lieu de protection en mettant le logo Angela sur l'hôtel de ville ou pas encore? Alors, le dispositif Angela a été conclu entre la métropole européenne et le réseau Ilevia. Au niveau de la commune, je n'ai pas connaissance, en tout cas, qu'il y a un affichage de prévu à ce niveau-là. Parce que là, c'est que pour les transports, mais ce système Angela, il existe aussi avec les commerces de proximité et les lieux publics. Donc, effectivement, une bibliothèque, une médiathèque, une mairie peut s'afficher comme étant un lieu de sécurité en cas de problème d'agression ou de harcèlement. Vous avez 1000 fois raison, Madame Germain. Et effectivement, c'est une chose, Madame Spotbin, je ne veux pas parler en votre nom, mais je pense que c'est une chose qu'il va falloir faire avec nos commerçants. Et à la mairie, effectivement, on peut également mettre les autocollants. Alors, pour mémoire, on en avait parlé au dernier CISPD, donc Comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, ça avait déjà été abordé dans cette instance. La ville de la Madeleine, d'ailleurs, nous avait expliqué la manière de procéder. Donc là, il faut acheter des autocollants qui font qu'un commerce ou, comme vous le dites, un bâtiment public fait office de Angela. Donc oui, Ok. Voilà, donc oui, c'est une initiative Alors, on le fera que l'équipe prochaine pourra éventuellement engager. Ou alors, voilà. Oui, c'est rapide, mais bon. Alors, avant de passer au vote, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non, je vais mettre cette délibération donc au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des abstentions? Non, merci. Monsieur Mesmac n'est pas là non plus, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Un vilain virus que vous connaissez bien l'a touché depuis 2 jours. Donc Monsieur Mesmac, je pense qu'il nous regarde, et je le salue, et je lui souhaite également un prompt rétablissement. Je ne vous ferai pas de bisous, puisque je n'ai pas envie d'avoir le virus, mais je vous fais un check bien volontiers, naturellement, Michel. Donc je vais parler d'une délibération qui sera pluricommunale, que nous souhaitons pluricommunale, puisque comme la sécurité, M. Witterbeck, vous l'avez dit tout à l'heure, la santé publique est également un enjeu majeur pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants, pour la prévention, l'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. Je discutais pas plus tard que la semaine dernière avec des personnes lors d'une inauguration d'un commerce, et nous discutions sur le fait qu'effectivement, même
dans notre giron communal, on avait des spécialités médicales qui se faisaient rares. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que nous ayons le moins de... Alors, on ne va pas parler de désert médical dans la métropole européenne de Lille, mais en tout cas, le moins de trous possible dans la raquette. L'objectif, donc, vous l'avez compris, c'est d'engager des démarches et que vous nous autorisiez à engager des démarches pour la mise en œuvre d'un contrat local de santé et contrat local de santé qui aura la particularité d'être pluricommunal avec les villes de Marquette, Saint-André et La Madeleine. L'objectif de ce contrat pluricommunal sera d'avoir un minimum requis par l'ARS de 50 000 habitants. Seuls, nous ne pouvions pas le faire. Il fallait absolument que nous nous associons à plusieurs communes pour pouvoir arriver à ce maximal de 50 000 habitants. L'objectif de ce contrat local de santé sera de développer des actions concertées de prévention et de promotion de la santé, de renforcer la coordination entre les acteurs locaux, les professionnels de santé et les institutions, et de répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques de notre population. Nous avons également sur le territoire pluricommunal une CTPS. CTPS, donc c'est un regroupement de professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou pluricommunaux, et nous travaillons déjà en étroite collaboration avec eux. Et d'un commun accord, nous avons souhaité travailler autour de 5 thématiques. Donc l'attractivité médicale du territoire, je vous l'ai dit, la promotion de l'activité physique. Ce qui est intéressant dans la promotion de l'activité physique, c'est que nous avons ça comme objectif aussi à la ville, puisque je vous rappelle que dans notre CCAS, il avait été acté de pouvoir donner la possibilité à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire dans une activité par une aide financière à l'inscription ou en tout cas à l'adhésion ou à la cotisation pour une licence. La santé mentale, aujourd'hui, quand je parle de santé mentale, alors ça regroupe tout, de la maladie mentale, mais aussi à la santé mentale qui peut être perturbée par des burn-out, par un rythme de vie qui est important, un climat anxiogène. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, donc une thématique axée autour de la santé mentale, de la santé des femmes également, qui est importante, puisque nous avons aussi sur notre territoire des femmes qui, c'est en lien aussi avec la santé mentale, qui peuvent subir des maltraitances. Et puis aussi une thématique qui est axée autour des compétences psychosociales, notamment sur l'estime de soi, sur l'empathie, la gestion du stress, la gestion des émotions, le savoir communiquer, être habile dans ses relations interpersonnelles, savoir penser de manière critique, de manière créative, savoir prendre des décisions ou encore savoir résoudre des problèmes. C'est pour ça que, avec mes collègues maires de Saint-André, Marquette et La Madeleine, nous avons souhaité engager des démarches pour la mise en œuvre d'un CLS pluricommunal, mais ces démarches ne pourront se faire sans votre accord naturellement. Y a-t-il des questions, des remarques, Madame Germain ? J'approuve évidemment la constitution d'un CLS. Je trouve que les 5 axes proposés par la CPTS en accord avec l'ARS sont très intéressants. J'aurais rajouté autour de la femme la périnatalité, et d'autant plus que la ville de Vambrochy travaille sur la parentalité, et c'est une thématique qui est indispensable et qui fait partie de la santé mentale de la femme et du conjoint aussi, puisqu'on sait qu'une femme qui fait un burn-out postnatal, le conjoint a aussi des risques de burn-out derrière. Juste une remarque. Il est bien noté que effectivement le projet est porté sur l'accompagnement médico-social, la politique de soins, mais aussi sur la promotion et la prévention de la santé.
C'est un sujet qui me tient d'autant plus à cœur qu'en 2021 ou 2022 a été signé avec le CIVOM l'adhésion au programme Vivons en forme. J'ai grandement contribué à cette décision finale puisque c'est moi qui suis allée présenter au CIVOM l'ensemble du projet Vivons en forme pour que la ville de Vambrechy y adhère. Je suis ravie que le CIVOM y adhère. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la mise en place de ce projet et j'espère que le prochain mandat permettra cette mise en place du projet Vivons en forme. Vous avez toute la prévention santé et promotion de la santé pour le public de 0 aux seniors. Donc vous avez tout pour travailler et mettre en place tous ces projets. Donc j'espère que là, concrètement, on va mettre en place des choses lors du prochain mandat. Et je vous en remercie. Merci à vous, Madame Germain. Et c'est vrai que ce contrat local, finalement, permettra à la prochaine équipe d'avoir une vraie politique de projet en la matière et sur les 5 thématiques. Mais j'irai même plus loin. On peut aller de la femme enceinte jusqu'au vieillage, parce que c'est vrai qu'on part de 0, mais effectivement... Dans le programme Vivons en forme, il y a un livret de la grossesse jusqu'aux 3 ans spécifique pour justement la périnatalité et notamment les 1000 premiers jours, puisque c'est ça dont on parle beaucoup. Les 3 ans, on est déjà au-delà des 1000 jours. Mais voilà, le programme Vivons en forme vraiment a tous les éléments pour pouvoir accompagner chaque famille dans les notions importantes d'activité physique, d'alimentation et de bien-être. Et en fait, tous les outils sont à disposition, ils sont là. Il suffit juste de mettre en place des formations pour les agents dans le périscolaire, etc., pour que chacun puisse transmettre là où il est ces informations de promotion de la santé. C'est pas une personne, mais c'est multiplier les agents de manière à ce que l'info arrive auprès de chaque personne. Et c'était ça l'intérêt du programme Vivons en forme. Donc il est signé depuis 3-4 ans. 2022, je crois. Voilà, et c'était une signature de 3 ans de mémoire. J'espère vraiment qu'il y aura une prolongation de cette convention et de cet engagement. Mais comme les villes l'ont peu utilisé, j'espère que le CIVOM acceptera de continuer parce que le projet, c'est vraiment quelque part du clé en main et c'est extrêmement riche. Voilà. C'est vrai que, alors, je prends l'exemple de la ville de Vambrechy, on est à Vambrechy, on va en parler, mais c'est vrai que on a peu utilisé le programme du CIVOM. Néanmoins, on a fait beaucoup d'actions, notamment ces 2 dernières années. Donc on a fait un diagnoforme là pour nos jeunes, tous nos jeunes. Alors Jean-Philippe, je ne sais plus quelle classe, mais tous nos jeunes sont passés au diagnoforme CM2. Donc tous nos CM1, CM2 sont passés au diagnoforme. Et puis pareil, Madame Notbar pourra en témoigner. On a aussi nos seniors qui font de la gym, du yoga. Voilà, on fait en sorte que on reste dans cette prévention de la santé et qu'on sorte de la sédentarité, parce que la sédentarité finalement elle ne touche pas que les jeunes. C'est vrai que quand on se retrouve un peu seul au domicile, quand on a un peu d'âge, c'est plus facile de rester chez soi et on va dire de prendre son mal en patience plutôt que de sortir et puis d'aller au contact des autres, créer du lien et puis pratiquer une activité physique. Et c'est ce que notre CCAS finalement essaye de faire depuis maintenant quelques années pour justement entrer dans ce que vous décrivez. Y a-t-il d'autres questions ou remarques par rapport à ce CLS? S'il n'en voit pas, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Lecourt, vous allez me permettre de prendre une petite pause. Merci, monsieur le maire. Suite à la sollicitation du fonds concours de la transition énergétique concernant la rénovation de l'éclairage public phase 5, l'AMEL, en date du 17 octobre 2025, nous a octroyé une aide financière d'un montant maximum de 36 749,37 €. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, il est proposé au conseil municipal d'accepter le fonds concours accordé par l'AMEL pour un montant maximum de 36 749,37 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'attribution entre la commune et l'AMEL. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors j'en profite pour remercier la métropole européenne de Lille et le président Castelin pour
tout ce qu'il a pu nous apporter durant son mandat. Je rappelle que sans la métropole européenne de Lille, les villes ne pourraient pas forcément investir, ne pourraient même investir que très peu. Hein. La métropole européenne de Lille, on le verra tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire, nous a apporté beaucoup, près de plusieurs millions d'euros, on peut le dire. Donc merci beaucoup à la métropole européenne de Lille. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, à l'unanimité. Monsieur Six, la parole est à vous sur les certificats d'économie d'énergie. Merci, monsieur le maire. Donc, pour y revenir, la métropole européenne de Lille accompagne depuis 2019 les communes dans l'amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine via un dispositif mutualisé de valorisation des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Ce service permet de regrouper les économies d'énergie des adhérents afin d'obtenir une meilleure valorisation financière. Entre 2019 et 2024, 453 gigawattheures CUMAC ont été valorisés, générant plus de 3 millions d'euros, dont 1,7 million d'euros réservés aux communes. L'AMEL prolonge ces dispositifs pour 2026-2027 en cohérence avec son PCAET et l'entrée dans la 6e période des C2E. Elle pilote le regroupement, met à disposition un outil numérique, réalise les dépôts annuels, vend les C2E à un prix garanti de 8,02 € MWh CUMAC et redistribue les recettes aux membres. Les communes doivent assurer l'éligibilité de leur action, compléter leur dossier dans un délai et régler les frais de gestion limités à 33 centimes les mégawattheures CUMAC. Ce dispositif constitue un levier financier technique important, complétant les autres aides métropolitaines pour la rénovation énergétique. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au dispositif, de signer la convention avec l'AMEL et d'autoriser la perception de ces recettes associées. Voilà. Merci, monsieur Six. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Non. Alors, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, on va rentrer dans un aspect très technique, puisque nous allons parler un peu de budget, puisque nous allons affecter donc les résultats comptables de l'exercice 2024, et nous allons donc modifier une délibération qui a été votée le 20 mai 2025. Donc le 20 mai 2025, donc, nous avons délibéré avec des résultats donc sur le compte 02 qui signifie excédent de fonctionnement donc à hauteur de 3 257 000, je vous fais grâce des euros et des centimes, et un excédent d'investissement pour 656 708 euros, et avec un reste à réaliser en recettes pour 758 996,59 euros. L'objectif est de transférer donc du compte 02 excédent de fonctionnement donc des 3 257 000 euros. Donc nous souhaitons transférer au compte 1068 1 million d'euros. Donc le compte 1068 donc, qui est le compte d'excédent de fonctionnement capitalisé. L'objectif étant donc de pouvoir régler nos investissements donc, qui sont inscrits pour eux au chapitre 21. Pardon de vous parler de manière absconne, monsieur Sass le fait bien mieux que moi, mais néanmoins je comprends donc que nous sommes dans une logique de la remarque qui avait été faite, vous vous souvenez, par la préfecture en juillet dernier, où nous nous étions fait retoquer, nous avions dû faire une DM, donc là pour éviter de se faire retoquer là-dessus. Donc nous allons autofinancer notre investissement fait en 2025 via ce transfert d'1 million d'euros, donc de la ligne 02 vers le compte 1068. Je pense que j'ai été super clair. Madame Delbecq, j'ai été clair? Voilà. Alors si Madame Delbecq me dit que j'ai été clair, je pense que j'ai vraiment été clair.
Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? J'ai vraiment été très clair. Donc je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Un peu plus clair, puisque c'est plus facile, nous avons des APCP. Ça, tout le monde sait ce que c'est que des APCP. Ce sont des autorisations de programme. Donc c'est finalement comment je vais dire, des autorisations de programmes et de crédits de paiement, donc qui sont faites pour budgéter, en tout cas pour les dépenses d'investissement les plus importantes et portant sur plusieurs années. L'objectif est de ne modifier qu'un seul APCP, celui de la restructuration de la mairie, puisque nous avions des crédits qui étaient faits pour être payés en 2025. Nous ne paierons pas ces crédits en 2025, mais nous les paierons en 2026. Donc je vous demande de l'autorisation de modifier ces APCP, à savoir de régler les 200 000 € en 2026 et donc de changer l'APCP 18001 qui correspond à la restructuration de la mairie. Ça c'est facile, je peux répondre à toutes les questions que vous voulez. J'ai été clair également. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Sass, vous me manquez très fort. Et il me regarde en plus, donc voilà. La délibération suivante concerne le budget principal et une décision modificative. Donc c'est une décision qui est pour le coup très technique. Madame Delbecq et Monsieur Van Outrive m'ont fait l'heureuse annonce que c'était la délibération la plus technique de l'année. Donc cette délibération n'est seulement un jeu d'écriture qui va nous permettre d'équilibrer des comptes et surtout d'amortir des subventions qui ont été perçues. Subventions qui ont été perçues, notamment le reste du SDIE. Vous vous souvenez, on avait voté une subvention. Donc la MEL nous a attribué une subvention pour le SDIE, le schéma directeur des infrastructures et de l'énergie. Donc cet amortissement, vous pouvez le voir sur en section de fonctionnement sur la ligne 777, donc 12 500 €. Et souvenez-vous, il y a 2 délibérations. On a voté un transfert de ligne d'1 million d'euros. Pour équilibrer les lignes, on retire les 12 500 € à 1 million d'euros, ce qui nous amène à un total de 987 500 € et qui nous permet d'équilibrer le transfert de charges du chapitre 23 en dépenses vers le chapitre 21 en recettes d'investissement cette fois. Donc ce sont des dépenses de fonctionnement qui sont transférées en section d'investissement. Et je pense que j'ai tout dit, puisque les dépenses qu'il faut amortir, vous les voyez donc dans le chapitre 41, dans les articles 2033, 2031, enfin 2031 et 2031. Donc ce sont les annonces de travaux pour la Fondation Ledoux, les études d'éclairage public, les études des travaux pour la Fondation Ledoux, les études de travaux pour la salle des fêtes, plus l'amortissement de la subvention d'investissement de 12 500 € que j'ai énoncé il y a quelques secondes, ce qui nous amène en section d'investissement à un équilibre à 42 945 €. Donc cette délibération, pour vulgariser un petit peu les explications, permet de formaliser des écritures comptables, notamment sur la modification de l'affectation comptable du résultat d'1 million d'euros et de répondre aux obligations légales en matière d'amortissement. Y a-t-il des questions? J'ai eu un bon mentor quand même. Merci Michel. Non. Et on le salue aussi, Dorothée. Y a-t-il des questions et des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une délibération que nous prenons chaque année, puisque notre budget n'est pas voté ou ne sera pas voté avant le 1er janvier 2026. Il nous faut absolument pouvoir fonctionner et commencer à travailler en 2026. Si vous reprenez l'ensemble des chapitres 20, 204, 21 et 23, vous avez des crédits qui ont été ouverts en 2025.
Vous avez ici sur l'écran, notamment sur le chapitre 21, toutes les immobilisations corporelles qui sont concernées, qui correspondent quand même à 2 347 000 euros sur les crédits ouverts 25. Et donc, je vous demande de nous autoriser à provisionner un quart de ces montants pour pouvoir faire en sorte que nous fonctionnons, en tout cas, tout au moins sur le début de l'année 2026. Donc si on reprend chapitre par chapitre, nous avions un crédit ouvert sur le chapitre 20, donc qui sont principalement des frais d'études, donc c'est des immobilisations, ce qu'on appelle incorporelles. Donc nous avions ouvert des crédits à hauteur de 927 173,29 euros. Le quart, c'est 231 793,32 euros. Donc je vous demande de pouvoir provisionner au niveau du chapitre 20, 231 793,32 euros. Dans le chapitre 204, ce sont des subventions d'équipement qui ont été versées à hauteur de 160 000 euros. Enfin, ça n'a pas été versé à hauteur de 160 000 euros, mais c'est ce qui avait été ouvert comme crédit à hauteur de 160 274 euros. Je vous demande de mettre des crédits provisoires pour 2026 à hauteur de 40 068,52 euros. Pour le chapitre 21, c'était 2 347 237,55 euros. Je vous demande de provisionner donc un quart qui correspond donc à 586 809,39 euros. Et puis au chapitre 23, donc, ce sont les immobilisations en cours, notamment les constructions et les installations matériel et outillage technique, donc à hauteur de 3 725 326,39 euros crédit ouvert en 2025. Un quart correspond à 931 331,60 euros que je vous demande de provisionner pour le fonctionnement de l'année, enfin du début d'année 2026. Voilà, y a-t-il des questions ou des remarques, sachant que l'addition de tous ces crédits approvisionnés représente la somme de 1 790 000 euros. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le même exercice est fait pour le port de plaisance avec un budget naturellement moindre. Le budget donc sur 2 lignes, chapitre 20 et chapitre 21. Donc le budget, les crédits ouverts en 2025 s'élevaient à hauteur de 30 780,50 euros et le quart correspond à 7 695,12 euros. Je vous demande donc de nous autoriser à verser ce quart pour le fonctionnement du port pour l'année 2026, du moins en son début. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne une vieille délibération des années 95, puisque avant 1995, il y avait une volonté de restructurer le site Peau-Douce, qui se trouve rue de la Linière. Et la volonté de l'époque était d'y réaliser un équipement public, notamment une salle multisport. Donc, l'acte notarié le confirme. Le 12 décembre 1995, la communauté urbaine de Lille avait préempté pour la ville et avait intégré donc ces parcelles donc du site de la Linière en domanialité publique. Un peu plus tard, un an plus tard, en 1996, le site a été acquis par la communauté urbaine de Lille et cédé à la ville en 2001, le 15 février précisément. Puis un an plus tard, le 14 janvier 2002, la ville a décidé de le revendre à la SNI, la Société Nationale Immobilière, qui est devenue aujourd'hui CDC Habitat. Aujourd'hui, CDC Habitat a la volonté de vendre son actif. Et pour ce faire, il nous faut constater que les parcelles qui sont concernées, donc il y a une vingtaine de parcelles si je ne m'abuse, je ne les ai pas listées ici, mais en tout cas, il nous faut constater que ces parcelles n'ont jamais été affectées à un service public, n'ont jamais été destinées à l'usage public et n'ont jamais fait l'objet d'aucun aménagement spécial à cette fin. S'il y avait un complexe sportif à cet endroit-là, je peux vous assurer que nous le saurions et que nous saurions
nos associations seraient ravies. Donc, je vous demande d'acter que ces parcelles sont dès lors déclassées rétroactivement du domaine public communal, non pas aujourd'hui, mais au 14 janvier 2002. Cette demande émane d'une possibilité légale, puisque, je répète, ces parcelles n'ont pas été affectées à un service public et n'ont pas eu non plus d'usage direct du public à l'acte à la date de l'acte de disposition. Y a-t-il des questions ou remarques? Je n'en vois pas, donc s'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons reçu ensuite une sollicitation d'affiliation volontaire par le syndicat mixte du SCOT, donc le schéma de cohérence d'orientation du territoire Sambre-Avesnois. Ce syndicat mixte du SCOT souhaite adhérer au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Et pour que ceux-ci puissent adhérer, il y a une consultation qui est nécessaire des collectivités qui sont déjà affiliées. Nous sommes déjà affiliés, donc je vous propose de donner un avis favorable pour que le syndicat mixte du SCOT Sambre-Avesnois puisse adhérer au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais maintenant céder la parole à Madame Droulers qui va nous parler donc d'une délibération ancienne sur laquelle elle a souhaité revenir. Madame Droulers. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Oui, en effet, le 6 février 2024, par la délibération 2402, nous lancions une politique en faveur de la jeunesse vambrocitaine et notamment avec le dispositif Décroche ton BAFA BAFD. Et ce rapport est un rapport modificatif à cette délibération. Pour rappel, le BAFA est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs. Il permet d'encadrer des enfants au sein des services proposés aux familles par la ville, tels que les accueils collectifs de mineurs, les mercredis récréatifs et aussi tous les services périscolaires. Le BAFD, lui, est le même brevet, mais aux fonctions de directeur. Le dispositif que nous avions mis en place a pour objectifs principaux de faciliter l'accès à une formation qualifiante pour les 16-25 ans et aussi l'accès à un premier emploi, de contribuer au développement de la qualité des accueils collectifs de mineurs vambrecitains et aussi de fidéliser et pérenniser les équipes d'animation municipales. En 2024, le conseil municipal avait ainsi adopté à l'unanimité la dite délibération qui fixait les modalités du dispositif, qui se déroule en 6 étapes, ce qui permet un véritable accompagnement des jeunes dans leur parcours de formation. Une aide au financement par le paiement de tous les stages effectués en fonction du niveau de formation du jeune au moment duquel il est dans le dispositif et par le versement de 2 subventions de 150 puis 100 € au fur et à mesure que le jeune passe ces étapes de formation. Dans cette délibération 2402, le nombre de bénéficiaires du dispositif avait été fixé à 10 formations BAFA et 3 formations BAFD par année civile. Depuis la mise en place de ce dispositif, qui avait été délibéré, la mise en place au 1er juin 2024, 8 jeunes ont bénéficié du dispositif pour le BAFA sur l'année 2024, 10 en 2025, et nous sommes déjà à 8 dossiers déposés pour 2026. Donc, à la vue du nombre de candidatures et du succès de ce dispositif, il est proposé au conseil municipal de porter à 15 le nombre de bénéficiaires pour la formation BAFA pour l'année 2026, de maintenir à 3 le nombre de bénéficiaires pour la formation BAFD pour l'année 2026, et de décider aussi que ce nombre pourra évoluer chaque année en fonction des demandes, sans toutefois dépasser 20 bénéficiaires par an pour le BAFA et 5 bénéficiaires par an pour le BAFD. Et je souhaite ici expliquer que cette limite est fixée dans le but de garantir justement l'accompagnement prévu pour les jeunes et aussi de garantir le respect de la réglementation jeunesse et sport qui nous impose au niveau de la composition des équipes, d'avoir des équipes de 50% de diplômés et 50% de non-diplômés. Voilà. Et pour terminer, donc, inscrire au budget les dépenses correspondantes à cette délibération.
Les autres dispositions de la délibération initiale 2402 du 6 février 2024 restent inchangées. Merci Madame Droulers. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération qui montrent que nous avions pris la bonne décision d'accorder cette aide et puis qui permet aussi de faire travailler nos Vambrocitains, nos petits Vambrocitains, et puis peut-être aussi confirmer que finalement ce suivi permet d'avoir une qualité d'accueil. Tout à fait. Et puis aussi sur certaines périodes de vacances où on pourrait avoir du mal à recruter des animateurs, on a déjà aussi un vivier d'animateurs qualifiés et connus. Enfin, ça fait 2 ans, donc maintenant, en effet, on commence à avoir des jeunes qui sont dans le dispositif, qui ont leur BAFA. Voilà. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Spotbin, pour parler donc Monsieur le maire. d'une délibération qu'on prend tous les ans également. Voilà. Alors, effectivement, cette délégation a pour but de délibérer sur les repos dominicales dans les commerces. Donc on suit le cadre de la métropole européenne de Lille qui a décidé d'harmoniser les ouvertures dominicales de ces villes à 7 dates qui sont basées principalement sur les moments commerciaux importants comme les soldes, la rentrée des classes et également les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, en fait, on va proposer au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur l'ajout d'un 8e dimanche, le dimanche 27 décembre 2026, de manière à vraiment donner l'opportunité aux commerçants de profiter pleinement de l'enthousiasme des fêtes de fin d'année de la part de leur clientèle. Donc voilà, donc on demande au conseil municipal d'approuver cette délibération. Tadam. Bon, je vois qu'il y a quelque chose qui... Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est donc le débat d'orientation budgétaire. Donc débat d'orientation budgétaire qui arrive tôt dans cette année, puisque je ne vous apprendrai rien, le contexte électoral fait que nous sommes obligés de débattre plus tôt dans l'année. Nous ne ferons pas de projection sur plusieurs années cette fois-ci. Le choix sera naturellement laissé à l'équipe qui viendra. Donc, qu'est-ce que l'Europe? Je me permets de le rappeler. Donc, l'Europe, c'est un cadre qui est réglementaire, qu'il soit sur le forme ou sur le fond. Il doit être présenté, notamment sur les orientations budgétaires que la commune prend, sur les engagements pluriannuels, dits PPI, sur la structure et la gestion de la dette, la structure et l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs, ainsi que la durée effective de travail dans la commune. Tout ça vous serait présenté dans les diapositives à venir. Je rappelle à tous et toutes que le débat d'orientation budgétaire n'est pas un budget et il n'engage pas juridiquement de dépenses, mais il fixe un cap politique et financier pour la commune et il précède un budget primitif qui sera soumis au vote le 10 février prochain, donc lors du prochain conseil municipal. Mais je pense que nous allons changer puisque M. Rasmont n'est pas disponible. Ça sera sans doute le 12. Donc, à la fin de cette présentation, nous prendrons acte du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. Nous prendrons acte de sa présentation en séance et de la tenue des débats qui s'en sont suivis. Donc, ce débat d'orientation budgétaire, je l'ai dit, doit présenter plusieurs choses, notamment un contexte dans lequel il s'inscrit et nos orientations budgétaires s'inscrivent dans un contexte national qui impacte forcément les communes et Vambrochy.
je pense que je ne vais rien vous apprendre en disant que nous avons une petite instabilité politique dans notre pays. Nous avons quand même eu 6 premiers ministres en 18 mois. Nous avons une dette publique qui avoisine les 3 416 milliards d'euros, soit 115,6% du produit intérieur brut. Nous avons des taux d'intérêt qui sont élevés et de manière durable, et que l'État s'est engagé à redresser les comptes publics, et naturellement sur qui on tape quand il faut redresser les comptes publics, sur les collectivités locales, puisque je vous rappelle que la CRC, il y a 1 ou 2 ans, avait accusé les communes de créer la dette de l'État. Nous avons un projet de loi de finances qui a amené des décisions qui vont peser sur Vambrochy. En tout cas, la DGF, la dotation globale et financière, est gelée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation. Heureusement, elle est comment je vais dire, indexée sur la population. Donc, on a une population qui a augmenté de près de 200 personnes par rapport au rapport de l'INSEE de l'année dernière. Ça ne va pas nous ramener des millions d'euros. Nous avons des baisses des aides à l'investissement. Je peux vous en citer un, moi, qui m'embête un peu. L'État, au travers de la préfecture, s'était engagé à nous verser, au travers de la DSIL, près d'1 million d'euros. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 1 an, ils ont dit « Ah bah oui, on n'a pas pu le faire il y a 2 ans, bah on le fera l'année prochaine. » L'année prochaine, c'était l'année dernière, ils n'ont pas pu le faire non plus. Et ils disent « Non, mais il n'y a pas de problème, on va le faire cette année. » Donc j'attends, puisque nous avons rendez-vous avec des services de la préfecture dans une quinzaine de jours. Donc il sera important que nous puissions avoir un petit peu d'aide de l'État. Nous avons également une hausse des cotisations retraite pour nos agents des collectivités locales. Donc c'est CNRACL, c'est ça, ça veut dire cotisation nationale de retraite pour nos agents de collectivités locales, c'est pas ça? Caisse, pardon, mais je te parle loin sur les autres lettres. Et puis nous avons un net recul des dotations de l'État, puisque le fonds vert est en nette baisse. Il y avait quelques milliards d'euros et ça a diminué de près de la moitié. Et pareil, on nous avait promis du fonds vert pour certains équipements sur lesquels aujourd'hui je suis assis. Les règles fiscales, elles ont également évolué, puisque les bases fiscales ont augmenté. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir sur votre fiche d'impôt. Donc les bases fiscales ont augmenté malgré un taux communal qui est stable. Et puis un report des valeurs locatives qui devait être fait en 2028 et qui sera finalement repoussé à 2031. Donc aujourd'hui, l'État est en difficulté et nous faisons tout en sorte, nous, ville de Vambrochy, pour ne pas l'être. Comment? Déjà, en ne prenant pas de grandes décisions, puisque je vous rappelle, nous sommes dans un contexte électoral, mais nous avons engagé des actions qu'il nous faut continuer. Une priorité doit être donnée au service public, et Madame Germain, également au service du public, parce que là est notre mission, et vous avez raison quand vous soulevez cela. Nous devons continuer à avoir des investissements qui sont ciblés et maîtrisés. Je vous rappelle que nous avons un schéma directeur des infrastructures, le SDE, donc, qui a été rendu par la métropole européenne de Lille et qui nous donne des priorités d'investissement sur nos équipements publics. Donc c'est pour ça que ces investissements doivent être ciblés mais maîtrisés parce que nous devons, je vous l'ai dit tout à l'heure, conserver une prudence financière importante. Vous avez, pour illustrer ce que je viens de vous dire, un tableau donc, qui vous montre les grandes masses financières. Donc si vous regardez, vous avez en vert nos recettes de fonctionnement. Donc recettes de fonctionnement donc, qui sont notre fiscalité directe, et puis les dotations de l'État qui sont un peu en berne, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Et puis ensuite, nous avons les dépenses de fonctionnement, donc qui sont les actions et les services rendus au quotidien. Nous avons également en investissement les dépenses d'investissement, qui sont les grands projets d'équipement qui sont engagés. Et puis, pour satisfaire ces projets d'équipement, nous avons eu recours à des emprunts qu'il nous faut à présent rembourser. Et puis, nous avons quelques recettes d'investissement, donc le FCTVA, donc c'est la rétribution de la TVA lorsque nous faisons des investissements, et puis certaines subventions, j'en parlais tout à l'heure, la métropole européenne de Lille, le département, les fonds FEDER. On a été aussi également aidé par l'Europe au travers de la région, et puis nos recettes également, ce sont nos emprunts. Concernant nos recettes de fonctionnement, donc nous avons une fiscalité qui augmente de 2,9%. Donc, je vous le disais tout à l'heure, en raison de l'augmentation des bases de l'État et des dotations de l'État qui sont en baisse de 6%. Si vous regardez, vous avez deux tableaux pour illustrer ce que je viens de vous dire. Le tableau de droite est réellement parlant, puisque vous pouvez constater qu'en recettes réelles, en millions d'euros, nous avons 9 891 000 donc, qui viennent des impôts et taxes, avec une projection en 2026 en légère augmentation à 9 972 000 euros. Et puis, vous pouvez regarder également les dotations qui, elles, sont en baisse, c'est ce que je vous disais, puisque vous voyez, c'est le petit rectangle en haut à 2 243 000 euros, donc elles sont en baisse, légère baisse, à 2 107 000 euros, donc ce sont les dotations et participations notamment de l'État. Concernant nos dépenses de fonctionnement, nous avons donc des charges générales qui augmentent de 38%. Alors ça peut vous paraître énorme, néanmoins n'oublions pas une chose, c'est que nous comparons un budget provisoire, donc 2026, à un compte administratif, et si on se réfère au budget compte administratif 2025 par rapport au budget prévisionnel 2025, finalement on s'aperçoit que on n'en est pas à ces chiffres-là, puisque de mémoire, c'était quoi, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Si on prend j'avais pas noté ce chiffre-là, le BP 2025 était à 4 500 000, et vous voyez, on a le CA, le compte administratif 2025, qui était à 2 850 000. Donc là, on a estimé un budget prévisionnel 2026 au-dessus du conseil du CA du CA 2025, légèrement au-dessus, mais il se peut que nous ayons des charges générales qui soient en deçà des 3 950 000. Une masse salariale à plus 3,6%, et c'est pareil, on compare ici un résultat provisoire de 2025 à une projection de 2026. Je rappelle que le BP 2025 nous engageait à hauteur de 6 787 000 euros. Or, au CA de 2025, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en deçà à 6 634 000 euros. Et des frais financiers qui vont augmenter de 35%. Naturellement, nous avons contracté quelques emprunts, et cette augmentation est raisonnée en fonction des emprunts que nous avons contractés. L'objectif étant quand même de maintenir une stabilité de notre fonctionnement et de garantir, je l'ai dit tout à l'heure, la continuité et la qualité des services. Ce que je viens de vous dire est illustré donc dans les tableaux qui sont à la droite de mon illustration. Nos dépenses de personnel, de BPA et BP, là pour le coup, donc de budget prévisionnel 2025 à budget prévisionnel 2026, sont à 1,9 d'augmentation, et donc je dis à périmètre constant puisque c'est de BP à BP. L'impact, je vous disais tout à l'heure, de la CNRACL est impactant, l'impact est impactant,
il est grand puisque on augmente de 3 points sur ce point-là. Et puis nous avons aussi des dépenses qui augmentent puisque nous allons intégrer la petite enfance. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, on a augmenté le temps de travail de notre responsable petite enfance. Ça, c'est pas ça qui va impacter le budget, hein, puisqu'on l'augmente de 28 à 30, de 7 heures. Donc ça, c'est pas l'impact le plus important. Mais par contre, le CSU, lui, donnera un petit peu plus de dépenses l'année prochaine. Toujours est-il que nous avons ce budget qui est comment je veux dire, qui fait fonction donc des contraintes qui sont nationales que je vous ai décrites tout à l'heure. Je vous disais en propos liminaire que nous allions également présenter un petit peu la masse salariale. Donc, puisque nous sommes dans le compte des dépenses personnelles, vous pouvez constater en regardant l'écran derrière moi que nous avons employé au 31 décembre 2024 179 agents, dont 118 agents titulaires de la fonction publique, 15 contractuels permanents et 46 contractuels non permanents. Ce sont par exemple les animateurs de nos ACM dont nous parlions tout à l'heure. Concernant les recettes d'investissement, elles concernent des investissements qui ont été réalisés. Vous pouvez voir que le fait d'avoir réalisé ces investissements nous amène des subventions d'investissement qui sont élevées puisqu'elles augmentent de 360 000 euros. Je les ai de 360% et non pas 360 000 euros. Et puis, ça entraîne aussi, puisque le FCTVA est reversé en fonction des investissements réalisés, ça entraîne également une hausse du FCTVA. Nous avons également eu recours, je l'ai déjà dit, à un emprunt maîtrisé et nous pourrons aussi avoir recours encore à d'autres emprunts si c'était nécessaire. L'objectif étant de concilier notre ambition, en tout cas celle que nous avons jusqu'à maintenant, avec un équilibre budgétaire. Les recettes réelles donc, sont sur le tableau qui se situe à la droite des points que je viens d'énoncer. Notamment, vous pouvez voir en jaune que l'emprunt a augmenté et que les subventions également ont augmenté puisque sur le CA 2025, nous avions 1 400 000 euros d'emprunt qui monte à 3 350 000 sur le BP 2026. De la même manière, les subventions attendues étaient de 376 000 euros et elles passent à 1 652 000 euros au BP 2026. Concernant nos dépenses d'investissement, elles ne concernent que les investissements essentiels. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut poursuivre les programmes qui ont été engagés et démarrés. Et nous rentrerons et resterons dans la logique de priorisation et de maîtrise des coûts selon le SDE qui a été rendu par le cabinet d'études qui l'a fait. L'objectif est de pouvoir concilier modernisation de nos équipements publics et de maintenir un équilibre financier en remboursant de manière maîtrisée et proportionnée notre emprunt. Vous pouvez voir sur le tableau qui se trouve à la droite de ce que je viens de dire, donc les dépenses ici sur ce tableau-là, donc les dépenses d'équipement brut, donc qui étaient au CA à 3 537 000 et qui passent naturellement avec tous les investissements donc, qui ont été programmés et engagés à 8 992 000 euros. Concernant la dette et le désendettement, donc au 31 décembre 2025, nous aurons donc 6 millions et quelques milliers d'euros d'emprunts. Ce ne sont pas les emprunts que nous avons contractés sous cette mandature, mais nous traînons encore quelques emprunts des précédentes mandatures.
Bonne nouvelle, c'est que 77% de ces emprunts sont à taux fixe et que nous n'avons aucun emprunt toxique pour rembourser d'autres emprunts. Le taux moyen de nos emprunts se situe à 2,85%, qui est un taux relativement bon au regard de ce que je vous disais tout à l'heure, des taux relativement élevés de ceux de l'État. Nous avons une durée de vie moyenne de la dette qui est courte. Et si vous regardez, en 2026, nous aurons une trajectoire de désendettement qui est régulière jusque 2045 et qui nous permet de préserver une capacité de financement pour nos projets d'investissement qui ont déjà été programmés. Concernant notre épargne, il est bien évident que plus on emprunte, naturellement, plus notre capacité... Alors attendez, hop, je retrouve mes notes, vous voyez, je connaissais tout par cœur, mais là, je ne la retrouverai plus, mais c'est pas grave. En tout cas, naturellement, puisque nous faisons et empruntons, forcément notre capacité d'autofinancement diminue et notre capacité à épargner également diminue. Ça, c'est le bon sens quand on fait des choses. Et c'est plutôt encourageant puisque l'objectif est de rattraper ce retard que nous avons eu sur l'entretien donc de certains de nos bâtiments publics. Et ce n'est pas moi qui le dis, naturellement, c'est le SDIE qui nous a confirmé cela. En tout cas, si on a moins de recettes prévisionnelles et plus d'investissements, donc je le dis de manière plus claire, nous avons des prévisions d'épargne à la baisse et nos capacités d'autofinancement vont diminuer en raison de cela. Mais en tout cas, c'est juste pour finaliser tous les programmes qui sont en cours. Il y a aussi un débat d'orientation budgétaire qui doit concerner notre port, puisque je vous rappelle que depuis le 1er octobre 2018, la concession du port de Plaisance a été renouvelée pour une durée de 15 ans, donc ce jusque 2033. Le port en 2025 avait un budget de 122 160 €, fonctionnement et investissement cumulés. 60% des réalisations ont eu lieu à ce jour, si on compare les dépenses à ce qui avait été prévu. En 2026, nous devrons avoir un budget en légère hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques travaux qui devront être réalisés, notamment la porte d'entrée, le changement de la porte d'entrée pour la capitainerie qui se monte quand même à hauteur de 25 000 €. Nous en avions déjà discuté lors du vote du budget. Et puis également le changement du portail. Nous allons changer le portail d'accès au quai. Aujourd'hui, nous avons un portail d'accès en bois et nous souhaitons mettre un portail d'accès en aluminium, je crois. Donc là, il y a des devis qui ont été faits et qui se portent aujourd'hui, le moins 10 ans en tout cas, à 6 000 €. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des orientations budgétaires. Je vous laisse la parole pour débattre. J'ai vraiment été très très clair et j'en suis content. Mais écoutez, signe... Ah, Madame Germain, merci. Vous avez bien constaté comme nous que l'opposition s'est réduite à peau de chagrin. Et je le regrette, et je pense que vous le regrettez aussi. J'avais pas prévu d'intervenir, mais effectivement, un débat vise à débattre. Et donc, je prends la parole. Moi, il y a vraiment un point qui me chagrine, c'est dans le choix des investissements. Et on voit que les investissements en 2026 vont être sur la Fondation Ledoux, la rénovation de Jules Ferry et l'extension Gilles-Alain Billier. Évidemment, les écoles, c'était un retard et il fallait travailler ce point de restructuration thermique des écoles pour que les enfants ne souffrent pas de la chaleur et du froid. J'ai toujours un regret par rapport à ces choix stratégiques, même si on a débattu plein de fois par rapport à ce nouveau complexe sportif qui devait être créé. Le choix de la rénovation de la salle Gilles-Alain Billier, c'est une rustine.
pour moi, qui ne résout pas le problème de cette absence de salle de l'autre côté de la Deule. Et la rénovation de la Fondation Ledoux, j'ai toujours entendu effectivement qu'il y avait cette nécessité de retravailler le bâtiment. Je l'entends. Je trouve que pour une si petite surface, le coût est exorbitant. Et je ne sais pas si j'avais eu, moi, les clés de la ville, si j'aurais fait ce choix-là. Parce que je crois qu'on arrive à peu près à 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million. On ne doit pas être loin des 1,8 million avec la restructuration du bâtiment, la destruction de la salle derrière, et on perd une salle derrière. Et le fait en plus de rajouter un petit parc à 200 000 € de mémoire ou quelque chose comme ça, pour une surface de fondation toute petite, même si le fait qu'elle accueille le CCAS, je trouve ça très bien. Peut-être qu'il y aurait eu une autre solution temporairement, plutôt que de dépenser une telle fortune sur cet espace-là. Voilà, c'est mon regard. Il ne regarde que moi aujourd'hui. Voilà. Autre chose par rapport aux dépenses du personnel, oui, bien sûr. Il n'y a pas une réelle augmentation dans le sens où vous êtes toujours à un taux de 53% et je pense qu'il est même mieux qu'avant. Il y a un moment où il était un peu plus élevé. Il y a une chose qui est importante et en tant qu'agent territorial, je le vis aussi. On va devoir tous se serrer les coudes en fait. Et les agents vont devoir apprendre à plus travailler. Et ça doit être impulsé par la politique municipale, plus travailler dans un objectif de répondre à un besoin et non de faire. Votre nouveau slogan est de faire. Moi, je pense que c'est pas forcément le plus juste. Pardonnez-moi de le dire là, mais c'est pas forcément le plus juste. L'objectif n'est pas de faire, c'est de mettre en place des actions qui répondent aux besoins des personnes, des habitants, du public. Et c'est pas forcément de faire, justement. C'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs attentes et de manière à répondre aux attentes ciblées qui ne sont pas peut-être de mettre en place des vitrines, de faire beaucoup plus. On sera appelé de plus en plus en agent territorial de faire mieux, de mutualiser les moyens, de travailler en transversalité. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. Ça va devenir primordial. Et de réfléchir sur un budget avec des objectifs et des indicateurs. Pour ça, on a un outil qui est formidable aussi, c'est la CTG, la Convention territoriale globale, qui nous oblige à travailler vraiment en transversalité entre les services. Et je pense que c'est vraiment un pilier aujourd'hui dans les villes sur lequel il faut s'appuyer de manière à raisonner autrement toutes nos actions publiques. Voilà, donc c'est un tout petit débat pour ma part, mais je trouve qu'il est important qu'il ait lieu aujourd'hui. Je vous remercie. Alors Madame Germain, moi je veux vous remercier pour dire les choses calmement. Ça change, pas de votre part, hein. Mais c'est vraiment bien, c'est intéressant et ça va me permettre de répondre également posément à chacun des points qui sont. Alors sans rentrer dans le débat du faire, parce que vous comprendrez que je ne peux pas. Néanmoins, il est à mon sens difficile de faire, en tout cas de répondre à des attentes sans faire. Ça c'est pour moi un peu compliqué. Le travail en transversalité, c'est un travail qu'on fait au quotidien avec Madame Ocantet-Bosch et les services, et puis mes équipes d'élus. Je pense que... Comment ? Et donc, si vous voulez, vous parlez aussi de la CTG qui est un pilier de la ville. Je vous rejoins complètement et je salue le travail qui a été réalisé sur ce point-là par Madame Préau. Je me permets de le dire. Elle a fait un travail considérable qui nous permet aujourd'hui d'avoir une politique globale sur la parentalité, vous en parliez tout à l'heure, sur la petite enfance, sur l'enfance, sur la jeunesse, bientôt sur les ados, etc. Donc effectivement, je vous rejoins, le travail en transversalité est fondamental et je peux vous garantir que nous le faisons chaque jour. Concernant les choix politiques qui ont été faits, la Fondation Ledoux, vous dites que si vous aviez eu les clés de la ville en main, vous auriez fait autre chose. Sachez qu'on n'aurait plus de Fondation Ledoux. Pourquoi ? Parce que la Fondation Ledoux était attaquée par la Mérule.
Elle était soutenue par des échafaudages qui nous coûtaient près de 75 000 euros par an, et qu'une solution alternative n'aurait pas pu être trouvée, ou en tout cas à continuer à payer 75 000 euros par an dans le vent finalement. Je ne vois pas quelle autre solution alternative que de prendre le taureau par les cornes, dans une volonté de préserver notre patrimoine, parce que c'est ça aussi, hein, on s'était engagé, souvenez-vous, en 2020 à préserver notre patrimoine. Ce bâtiment, la Fondation Ledoux, fait partie intégrante de notre patrimoine, je vous l'accorde. Ça a un coût, mais en tout cas ça a un coût qui va nous permettre d'accueillir, vous l'avez dit, notre CCAS. C'est un coût qui va aussi nous permettre de renforcer l'attractivité. C'est un coût qui va nous permettre de donner une vraie... vous parliez tout à l'heure d'îlots de fraîcheur ou d'îlots de chaleur dans les écoles. On va créer un vrai poumon de fraîcheur derrière la Fondation Ledoux via ce parc. On va y créer un nœud de communication entre la rive droite et la rive gauche, entre le quartier des Châteaux et le centre-ville, entre Foch et la rive droite. Ça sera vraiment un point de passage, un point de respiration. Et puis cette salle, Carlos Ledoux, là je ne parle pas de la Fondation Ledoux, je parle de cette salle qu'on a abattue. C'était une salle quand même qui était bourrée d'amiante. C'était une salle dans laquelle il y avait de l'eau dans les ampoules, qui était dangereuse quand on l'a louée. C'était une salle qui était devenue complètement insalubre. La réhabilitation, elle aurait coûté bien plus que la démolition et le fait d'en faire un parc. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix de la Fondation Ledoux. Je pense que si la Fondation Ledoux, s'il n'y avait pas eu la Mérule dedans, Madame Germain, on aurait fait un autre choix. Mais là, c'était un choix de raison pour tout ce que je viens d'évoquer. Et puis, c'est aussi un choix financier. C'est un choix financier, pourquoi ? Parce que le fait de travailler sur la Fondation Ledoux et demain sur l'ancien hôtel de ville, ça nous a permis aussi d'avoir des subventions du département. D'ailleurs, je remercie le président Poiret et puis nos conseillers départementaux, Sébastien Leprêtre et Elisabeth Mas, qui ont fait un travail considérable pour nous permettre d'avoir ces subventions. Et je remercie aussi Madame Drollers qui fait le lien entre nous, ville, et puis le conseil départemental. Et donc, vous voyez, ça nous a permis, donc ce PTS, c'est 300 000 euros, hein, ça nous a permis aussi d'avoir des subventions parce que nous avons fait de la Fondation Ledoux un bâtiment, et dans la continuité de ce qu'on a fait avec la mairie. La mairie, c'est un label Enerfit. On a recherché aussi ce label au niveau de la Fondation Ledoux. Donc tout ça, ça nous amène des subventions. Donc vous parlez d'1 million et quelques milliers d'euros qui seront aujourd'hui une dépense, mais une dépense qui sera compensée également par l'apport de subventions qui viendront du département, peut-être de la DSIL. J'en fais un appel à l'État. Enfin voilà, plein de subventions. Ensuite, vous me parlez de Ferry. Bah oui, naturellement, Ferry, ça reste une nécessité. Mais ce n'est pas que la cour de Ferry qui sera réhabilitée, ce sont les deux bâtiments. Donc les deux bâtiments seront complètement isolés thermiquement. Donc ça veut dire que quand les enfants seront en classe, ils seront bien. Aujourd'hui, il arrive qu'ils aient froid l'hiver, qu'ils aient chaud l'été. Demain, une fois que les travaux de réhabilitation des deux bâtiments, Ferry 1, Ferry 2, seront terminés, on aura vraiment des conditions d'accueil pour nos enfants et nos écoliers à Jules Ferry qui seront vraiment optimales. Et puis enfin, Billet. Billet, ce n'est pas vraiment une rustine. En fait, il s'avère qu'on aurait pu aussi faire plein de choses, construire un complexe sportif. Vous l'avez dit. On aurait pu construire un complexe sportif. On avait entamé les travaux, les démarches, enfin pas les travaux, mais en tout cas les études, les démarches. On avait un complexe sportif, mais je le répète, quand vous faites un projet vertueux en France, ça vous coûte 3 fois plus cher que si vous faisiez un projet non vertueux. On aurait pu sortir une salle en briques, en tôle ou je ne sais quoi. Ça nous aurait coûté 3 francs 6 sous. Par contre, en budget de fonctionnement, ça nous aurait coûté bonbon. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que l'État, il nous aurait tapé sur la tête parce qu'on a un décret, le décret tertiaire, qui nous oblige aujourd'hui à faire en sorte que tous nos bâtiments publics soient le plus vertueux possible. Donc aujourd'hui, quitte à faire quelque chose,
autant faire quelque chose de vertueux. Et pour faire quelque chose de vertueux, on a eu ce SDIE, le schéma directeur, qui nous a pointé du doigt toutes les irrégularités dans tous nos bâtiments publics. Et Billet est arrivé en tête devant Wall et Prévost. Donc on a commencé par Billet. Pourquoi ? Parce que, comme dans toutes les installations sportives aujourd'hui, pas toutes, mais en tout cas au complexe sportif Cibier et puis sur la salle Gilles-Alain Billet, on est effectivement en surcharge au niveau des créneaux. On est en surcharge au niveau des créneaux. Si vous regardez, on avait dans la salle Gilles-Alain Billet, on a toujours le tennis, c'est une salle de tennis à la base, le tennis, le badminton, le taekwondo. La décision qu'on a prise, on avait aussi les associations qui nous disaient, voilà, on a un sol qui est vieillissant. Quand on joue au tennis, on a les balles qui font des fourbeaux. Quand on joue au badminton, on a les chaussures qui sont abîmées parce que le revêtement est corrosif. Quand on est en taekwondo, nos enfants ont froid parce que ils sont en kimono. Voilà. Donc on a pris en considération ces demandes. Et puis on a décidé, vous l'avez dit, c'est un choix politique, on a décidé de donner un 3e cours de tennis, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que couvrir le cours de tennis, on va en faire un 3e, puisqu'il sera décalé vers la rue. Et puis on va faire le changement de la couverture des 2 cours existants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fuites. La salle n'est pas isolée, on ne va pas y mettre de chauffage, mais par contre on va l'isoler pour casser le froid, éviter la condensation au sol. Donc ça c'est pour la partie tennis et badminton. Et puis pour la partie taekwondo, on va faire une extension, mais pas que pour la partie taekwondo, pour aussi offrir des conditions de pratique qui sont bonnes à nos pongistes, puisqu'on a un club de tennis de table qui aujourd'hui fonctionne dans un bâtiment, la salle Familiana, qui n'est pas du tout adapté à la pratique du tennis de table. À la base, je vous rappelle que c'était une salle de cinéma. Les murs sont en moquette. C'est hyper énergivore parce qu'on a aujourd'hui au plafond un soufflant qui nous coûte un bras lorsque l'on veut chauffer la salle. Les portes ne sont pas isolées du tout. Enfin bref, c'est une passoire thermique. Donc on va offrir par l'extension qui sera proposée à la salle Gilles-Alain Billet des conditions optimales de pratique à nos pongistes et à nos petits pratiquants de taekwondo, et nos grands pratiquants de taekwondo aussi. Il y aura d'autres choses à faire. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la salle Gilles-Alain Billet, là, c'est la branche de Monsieur Lecourt. Que ce soit nous ou pas à la prochaine mandature, je suis désolé de le dire, on ne peut pas s'engager sur la construction d'une nouvelle salle. L'équipe qui arrivera ne pourra pas s'engager sur la construction d'une nouvelle salle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a des toitures qui sont ultra vieillissantes. Le complexe, il date des années 60-70. On a 2 types de toitures. On a une toiture qui est amiantée et une toiture qui est en polycarbonate. La toiture amiantée, si on la change, elle nécessite un renforcement de la structure parce qu'aujourd'hui, la structure, elle n'est pas en mesure d'accueillir une toiture qui soit digne de ce nom, isolée. Parce que l'objectif, c'est aussi, pour répondre aux tertiaires, d'isoler nos installations. Donc il va falloir changer la toiture à la fois de la salle Wall, mais aussi de la salle Prévost. Il y a aussi des modifications structurelles qui seront à faire dans cette salle pour pouvoir faire en sorte que nos clubs qui utilisent ces salles puissent aussi agir dans de bonnes conditions. Une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, on pourra réfléchir à la possibilité de faire une extension de salle. Il y a aussi une chose qui est importante, et j'y suis allé à la dernière avec M. Prouveau, on est allé à l'Assemblée Générale des Boules. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans leur local aux Boules. Aujourd'hui, ils sont chauffés au fioul. Et tout à l'heure, on a voté un contrat local de santé, et je pense qu'il est important aussi de penser à la santé. Alors, eux, ils ne sont pas, pour le coup, ils ne sont pas sédentaires, mais ils agissent dans des conditions qui ne sont pas optimales. Ils sont obligés de se chauffer au fioul, ils respirent du fioul, même si quand même c'est ventilé, mais en tout cas, ce n'est pas des super conditions pour pratiquer l'hiver la pétanque. Et puis, juste à côté, on a un terrain synthétique. Alors, sur ce terrain synthétique, il y a 2 choses. 1, l'État, encore lui, nous impose en 2030
de changer, alors que ce terrain, il est super. Il a été bien fait, il est nickel. Le seul tort de ce terrain, c'est qu'aujourd'hui, c'est des petites billes en plastique. 2030, c'est interdit. On va devoir changer les billes. J'ose espérer qu'on ne soit pas obligé de refaire le terrain. J'espère que les techniques d'aujourd'hui vont nous permettre d'aspirer les billes en plastique pour pouvoir les remplacer par des billes en liège ou par un autre composant qui soit pas impropre à la santé. Et sur ce terrain synthétique, il y a une deuxième chose à faire. C'est qu'aujourd'hui, nos jeunes pratiquants sont obligés de partir du terrain synthétique et de rejoindre les vestiaires du complexe Cibier en traversant la rue, ce qui met aujourd'hui en danger nos jeunes pratiquants. Et ça, c'est juste pas possible. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est réussir, quand ce sera le moment, à acquérir le terrain dont on parle depuis maintenant longtemps sur la friche Fribois. Je vous rappelle qu'on l'a coupé nord-sud, avant c'était coupé est-ouest. Donc là, maintenant que c'est coupé nord-sud, on va pouvoir faire nos ateliers municipaux sur une partie, et sur l'autre partie, pouvoir répondre aux besoins des boulistes et en même temps répondre aux besoins de nos jeunes footballeurs sur le terrain synthétique. Et puis aussi, on pourrait encore avancer les choses. Aujourd'hui, on a un terrain en herbe qui est occupé 6 à 8 mois de l'année. Ça veut dire que pendant 4 mois, il n'est pas occupé. Aujourd'hui, on a Monsieur Lecourt peut en témoigner, aujourd'hui on a des spots qui tombent en panne. Là, on en est pour 12 000 € pour passer les spots en LED et pouvoir faire en sorte que les joueurs de foot puissent jouer sur le terrain en gazon et puis l'athlète pouvoir pratiquer autour de la piste. Aujourd'hui, on a une piste qui est en schiste, qui ne répond pas forcément aux besoins de l'athlétisme. Donc, je pense que vous voyez là où je veux en venir. L'intérêt de demain, ça sera de supprimer ces terrains en gazon pour en faire un terrain synthétique avec une piste d'athlétisme digne de ce nom. Parce que, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, on a un peu la risée des clubs d'athlétisme. Quand ils viennent à Vambrochy, pas plus tard qu'il y a 6 mois, on m'a dit c'est bien, on a fait une course sur un terrain champêtre. Je suis désolé, c'est pas digne. C'est pas digne de la ville. Donc avant de construire un complexe sportif, Madame Germain, je pense que entre 2020 et 2026, on a pris la bonne décision. On a pris le taureau par les cornes sur des bâtiments qui étaient atteints de la mérule. Je vous rappelle, c'était l'église, c'était la Fondation Ledoux. On a entamé, vous l'avez dit tout à l'heure, des travaux on a programmé des travaux sur l'ancien hôtel de ville qu'on va reporter pour éviter justement de gréver le budget 2026. On prend à bras-le-corps les travaux dans nos écoles. On a végétalisé une cour à l'école Pasteur-Ségur. Voilà, je pense qu'on a fait beaucoup de choses pour rattraper le retard. Et encore une fois, il y a zéro critique. Parce que je pense que les choix politiques qui ont été faits entre 2000, on va dire, pour simplifier les choses, et 2020, ils ont été bons. Parce que si on n'avait pas fait ces choix politiques-là, en tout cas si les précédentes mandatures n'avaient pas fait ces choix politiques-là sur les 20 dernières années, on n'aurait pas la ville qu'on a aujourd'hui. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on a une ville très attractive, très touristique. Il faut maintenir, continuer dans ce sens-là. Mais le revers de la médaille, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur nos bâtiments publics. Et aujourd'hui, on a un outil qui nous le rappelle, c'est le SDIE. Et le SDIE, que ce soit notre équipe, enfin en tout cas l'équipe en 2020 ou une autre, peu importe. Et je ne suis pas là pour dire... voilà. Mais il faudra que l'équipe qui sera aux commandes de la ville en 2026 puisse prendre en main ce SDIE et poursuivre les actions qui ont été engagées. Et il faudra aussi qu'elle poursuive une chose, c'est le combat que je mène depuis 2020, travailler sur l'AC, l'attribution compensatoire, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai souci. Vous voyez, on vous parle d'emprunt, on vous parle de budget prévisionnel, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on perd 2 millions d'euros par an. 2 millions d'euros par an. Pour rappel, et je le redis parce que c'est important de le marteler, en 2002, il y a une loi qui s'appelle la loi Chevènement. Cette loi Chevènement, elle a gelé la taxe professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a mis à un niveau, pour la ville, c'est 891 000 euros. Elle l'a gelé à 891 000 euros. Et puis, entre 2002 et 2020, il y a eu un effort considérable qui a été fait par la précédente municipalité en développant des parcs économiques.
Et ces parcs économiques, ces 5 000 emplois sur la ville, aujourd'hui, ils nous rapportent 891 000 euros. Le calcul a été fait avec les services, et je remercie à nouveau Madame Delbecq qui avait fait en son temps, il y a 2 ou 3 ans, les calculs. Aujourd'hui, nous devrions toucher 2 900 000 euros, c'est-à-dire 2 millions de plus. Pour que ça bouge, naturellement, j'ai contacté nos députés, enfin notre député en l'occurrence, nos sénateurs. Ils ont porté la bonne parole au niveau du gouvernement, au niveau du ministre de l'économie. Vous savez ce qui a été répondu? Bon, ça c'est un problème de PCI. Donc en gros, c'est le problème de la MEL. Oui, c'est le problème de la MEL. Parce que la loi, aujourd'hui, elle dit que charge aux communes composant le PCI de changer les règles. Donc de changer les règles. Ça veut dire finalement de remettre au niveau de chaque commune la possibilité de toucher ce qu'elle mérite. Imaginez des villes qui ont supprimé des parcs d'attractivité économique pour les remplacer par du logement, parce qu'il y en a, hein. Dire, moi je m'assois sur mon million et je vais faire plaisir à Vambrochy. Non, ça n'existe pas. Il faut que 100% des communes, 100% des conseils municipaux, des 95 communes de la MEL disent oui au changement de l'AC. C'est peine perdue. La seule solution aujourd'hui, c'est que l'État prenne son courage à deux mains et dise au ministre de l'économie, écoutez monsieur le ministre, ça serait intéressant qu'on ait une clause de revoyure tous les 5 ou 6 ans, c'est la durée d'un mandat municipal, sur la réalité économique de chaque ville, pour qu'on ait une vraie équité. Imaginons aujourd'hui, on a des villes, que je ne citerai pas, parce que l'objectif il n'est pas là, qui avaient des entreprises, et elles continuent à percevoir aujourd'hui la taxe professionnelle de leurs entreprises, au travers de l'attribution compensatoire, elles continuent à le percevoir, les entreprises n'existent plus, elles ont été rasées, parfois revendues. Donc derrière, on a des droits de mutation qui rentrent. Quand vous revendez une entreprise un terrain 4 millions d'euros, les droits de mutation, ils sont sympas pour les communes. Et puis derrière, elles construisent. Et puis si elles construisent, elles touchent quoi? Du foncier. Voilà, donc c'est en gros, on a tout. On a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, pardon de le dire. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut travailler, parce que si on veut que les finances des communes qui sont dynamiques en matière économique puissent avoir les produits de ce développement économique, c'est à l'État aujourd'hui à se relever les manches et à proposer une clause de revoyure, un amendement sur cette loi de 2002. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à vos questions. En tout cas, je vous remercie, Madame Germain, de m'avoir lancé sur le sujet. Monsieur Deberg. Oui, je n'ai pas pris beaucoup la parole ce soir. Néanmoins, je vous suis à 100% sur les propos que vous venez de tenir concernant les fameuses dotations auxquelles on est passé au travers de beaucoup de millions depuis des années, pour lesquels déjà les prédécesseurs s'étaient battus, mais à fond perdu. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher le morceau, parce que je trouve ça complètement anormal. Et j'espère bien qu'un jour, les politiques, quand ils verront un petit peu plus clair entre eux, ils agiront là-dessus. Ça me paraît important. 2 millions, c'est pas rien. Moi, je voudrais refaire un petit peu un historique. Effectivement, moi, en tant qu'adjoint au sport, je me suis battu pendant des années pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil des sportifs, d'où l'idée du complexe, ce qu'on appelait le quartier Est avant, qui est une nécessité pour faire un équilibrage, une nécessité effectivement pour donner de l'aisance aux clubs de sport qui actuellement sont un peu à l'étroit. C'est vrai, c'était l'objectif. En cours de mandat, j'ai complètement compris que vous aviez abandonné pendant ce mandat-là la construction du terrain de football avec les tribunes. Et je l'ai compris parce qu'avec les reculs des 15 ans, l'évolution climatique étant ce qu'elles sont, j'ai abondé dans ce sens-là en disant ça fera des économies, mais néanmoins ça permettrait quand même de sortir une salle qui me tenait à cœur là-bas. Bon, vous vous en êtes expliqué là-dessus. J'espère aussi que l'avenir fera en sorte que l'État modifie son comportement vis-à-vis du terrain de football. Comme ils ont reculé l'échéance des voitures automobiles là bientôt, pourquoi ils ne reculeraient pas l'échéance sur un terrain qui donne, là je parle du terrain synthétique qui a été rénové il y a quelques années et qui donne satisfaction à tout le monde et qui est reconnu, je dirais, d'une qualité exceptionnelle par des professionnels. Ça c'est une chose. Et effectivement, l'optique condition des conditions climatiques qui arrivent, pouvoir transformer le terrain de football d'honneur
en un terrain qui sera homologué à ce moment-là, permettra une utilisation beaucoup plus importante en temps, puisque effectivement les terrains en herbe se fatiguent beaucoup plus qu'un terrain synthétique en termes d'entraînement et compagnie. Et bien entendu, ça évitera, je dirais, des entretiens coûteux en arrosage et compagnie, chose qui serait très intéressante, qu'on ne pouvait pas penser il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Cette évolution-là, maintenant, on ne peut pas la nier, elle est là, il faut faire avec. Et c'est pour ça d'ailleurs également que lors des précédents conseils municipaux, nous avons voté pour l'extension de la salle Gien-Billet pour donner dans les meilleurs délais de l'oxygène aux clubs existants, que ce soit le tennis de table et les autres, pour qu'il y ait une meilleure répartition et bien sûr répondre à leurs attentes. Voilà ce que je voulais dire un peu rapidement ce soir par rapport à tout ce qui a été dit avant. Un grand merci. Y a-t-il d'autres remarques sur ce débat d'orientation budgétaire ? Donc, je vous propose donc d'acter que les débats ont eu lieu de manière qualitative. Je vous remercie encore. Et que... Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour participation Jean Bafouille à ce conseil municipal. Je remercie les personnes qui étaient devant leurs écrans. Monsieur Pureur. Bonsoir à tous. Je prends la parole ce soir un petit peu avec un petit peu d'émotion pour vous annoncer ma démission que je vais vous faire parvenir par voie postale bientôt. À mi-mandat, on a eu des petites dissensions qui m'ont valu l'expulsion, enfin la mise de côté, on va dire, de votre majorité. Ça m'a permis de reprendre ma liberté de vote et de réfléchir et de penser. Bon, ça n'a pas été très simple du coup, personnellement, de ce point de vue-là. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir me regarder dans la glace et de voter en toute à mes consciences. Il y a quelques semaines, je m'étais dit je vais aller jusqu'au bout. Et puis, il y a votre petite phrase sur la maire de Quesnoy-sur-Dole qui m'a chiffonné un petit peu. Parce que je pense que si quelqu'un d'autre l'avait eu à l'encontre d'une de vos proches, vous ne l'auriez pas accepté, je pense. Et du coup, j'ai plus trop envie de participer à cette assemblée, en fait. Voilà, ça ne correspond plus à mes valeurs et je vous ferai parvenir ça par courrier cette semaine. Merci beaucoup. Merci pour l'expérience, par contre. Comment ? Merci pour l'expérience. Je vous en prie. Madame Swaudine, je vois que vous voulez vous exprimer. Oui, mais ça va être très, très court. Effectivement, s'y a ajouté, parce que je pense qu'en 2025, cautionner des hommes qui défendent des femmes avec un air patriarcal, au niveau de la femme, en tant qu'élue, en tant que femme, on est indépendante, on sait se défendre par nos propres moyens, et c'est dommage encore en 2025 d'avoir ce genre de réflexion patriarcale. D'autant plus que Madame Spadwin, pardon de le dire, mais ma remarque, elle n'était pas du tout misogyne. Si ça avait été un homme, j'aurais fait la même chose. Ah oui, mais même si c'était pas à l'encontre d'une femme, c'était quand même relativement assez méprisant. Oui, mais... On parlait de dignité pour la piste d'athlétisme, je pense que pour les humains, c'est pas... Oui, mais vous n'étiez pas... C'est mon avis, c'est mon avis. Oui, mais j'entends, mais après je veux bien répondre, ça va durer 2 secondes, vous allez voir. Vous n'étiez pas... Si, c'est important. Vous n'étiez pas au Conseil métropolitain, vous n'étiez pas aux 5 réunions qui ont précédé le Conseil métropolitain. Donc là, en fait, vous basez sur une vidéo qui est complètement décontextualisée. Vous savez, je me suis fait attaquer quand même dans cette délibération. Je suis désolé de le dire, mais ça, on l'oublie. Mais en soi, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que ma remarque n'était en rien misogyne. Si ça avait été un monsieur, j'aurais fait la même remarque. Sur des explications qui ont été données près de 10 fois pendant 5 ans. Voilà, c'est ce là-dessus sur quoi je voulais conclure. Je vous remercie. Je ne pense pas que ça mérite de descendre quelqu'un publiquement comme ça. Non, non. C'est tout. Pas de problème. Tout simplement. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes. Donc, il me reste à vous saluer, donc, mesdames et messieurs qui étaient devant votre caméra et devant sur notre page Facebook. Je remercie les personnes qui sont venues dans le public. Je remercie également mes services. Oui, ne vous levez pas, on va signer. Je remercie mes services, Monsieur Vanoutrive, Madame Delbecq, naturellement Madame Van Kortenbosch, Monsieur Boulan qui est là-bas,
Monsieur Villerbal, je ne vais pas vous donner en dernier cette fois, merci beaucoup. Je remercie Monsieur Gilleron de la Voix du Nord, présent ce soir. Je remercie Mesdames Broda et Lemire qui nous ont assuré le rôle d'interprète. Et je remercie Monsieur Razemont pour la transcription donc, vidéo de ce conseil municipal. Sans oublier Madame Depot qui nous fera le compte-rendu de ce conseil municipal et qui nous a fait le compte-rendu des commissions. Je souhaite un prompt rétablissement à nos élus qui sont convalescents. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances. Et je vous dis donc au 12 février. À bientôt.